Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le lundi 29 septembre 2025. L'autrice reçue était Yannick Lahens, née en 1953 en Haïti et qui a fondé en 1998, avec d'autres écrivains, l'Association des écrivains haïtiens. Elle continue d'animer des séminaires sur la littérature. Elle venait présenter à la librairie Ombre Blanche son dernier ouvrage, Passagère de nuit, paru chez Sabine Vespizer, éditeur. Bonne écoute. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci mille fois à Yannick Lahens d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Pour présenter Passagère de nuit, son roman paru aux éditions Sabine Vespizer. Merci à Sabine Vespizer et à l'équipe de nous avoir permis cette rencontre évidemment aussi, et surtout merci à vous d'être là, aussi nombreux et nombreuses. On va démarrer l'entretien, Yannick. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu maniaque. J'ai envie d'aller un petit peu dans l'ordre dans lequel vous avez voulu amener vous-même votre lecteur, c'est-à-dire commencer par ce qu'on appelle le paratexte, tout ce qui a lieu avant le roman, et qui est la dédicace notamment. La dédicace que vous faites à Regina et à Elisabeth, les deux personnages principaux de Passagère de nuit, à qui vous parlez directement, qui font partie de votre famille, on l'apprend. Et j'aimerais, si c'est possible, si vous le voulez bien, je crois que oui, nous lire ce passage, et peut-être, dans un second temps, nous dire en quelques mots, comme une première porte d'entrée au roman, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas lu ici, quelques mots sur ces deux femmes. Avec plaisir, Merci. Je vais le faire. Pour mon aïeule, Regina Jean-Baptiste, silencieuse, totem puissant, partie trop tôt, sans m'avoir dit. J'ai traversé ton absence appalant, des années durant. Pour ma bisaïeule, Elisabeth Jacob, arrivée de la Nouvelle-Orléans, nimbée de ses secrets et de ses mystères. Je vous ai inventé sur les sentiers du songe, imaginant aussi toutes ces femmes qui vous ont précédé, celles qui vous ont entouré. Visage clair-obscur qui contemplait les arbres, les eaux, les chrétiens vivants, les bêtes et les esprits. Waouh, n'est-ce pas? Et alors, quelle première porte d'entrée on pourrait donner aux personnes qui n'ont pas encore lu le livre? Qui sont-elles en quelques mots? On va évidemment décortiquer tout ça, mais... Alors, c'est un texte qui est né de beaucoup de silence. C'est comme si j'avais voulu briser des murs de silence. D'abord sur ma propre biographie, parce que Elisabeth, j'ai eu vent de son existence il y a un peu plus d'une dizaine d'années par une tante en Floride, un jour, qui me dit « Ah, tu sais, j'ai connu mon arrière-grand-mère. » Je dis « Ah bon ?» Et c'était deux sœurs qui étaient venues de la Nouvelle-Orléans. J'ai ouvert de grands yeux, je me dis « Ah bon ?» Et elle parlait créole avec un accent anglophone. Ah, j'ai pris quelques notes rapidement, puisque pour une écrivaine, c'était intéressant d'avoir ça. Et évidemment, comme on est en Haïti, elle me dit « Oui, mais leur arrivée était mystérieuse, on ne savait pas très bien pourquoi elles étaient venues là. » J'ai dit « Mais tout ce qu'il faut pour que mon imagination se mette en marche. » Ensuite, j'ai pris donc ces quelques notes et je me suis mise à penser à mon arrière-grand-mère, qui avait été la compagne d'un monsieur, qu'on va voir dans le roman, qui est le fils de cette dame arrivée de la Nouvelle-Orléans. Donc ce sont deux personnages qui sont restés là à m'attendre. Et je me suis mise par hasard aussi, à découvrir beaucoup de choses de la Nouvelle-Orléans. Donc, des silences de ma biographie, je suis passée au silence de l'histoire officielle. Parce qu'on parle très peu, ou même pas du tout, des liens entre la Nouvelle-Orléans et la Caraïbe, particulièrement Haïti. Parce que là, je découvre que notre Caraïbe, ma Caraïbe, est aussi américaine. Dans la mesure où beaucoup de femmes et d'hommes sont partis de Saint-Domingue
au moment de la Révolution, sont arrivés à la Nouvelle-Orléans. Il y avait des colons, leurs épouses, des affranchis, des esclaves. Tout ce monde-là se retrouve à la Nouvelle-Orléans. Et la Nouvelle-Orléans, à ce moment-là, est française. Donc c'est aussi l'histoire de France, entre autres. C'est un silence aussi sur l'histoire de France. Et vont rencontrer des Canadiens, enfin des Acadiens à ce moment-là, qui fuient le Canada avec l'invasion anglaise, qui parlent donc français. Ceux qui arrivent d'Haïti parlent un peu français, un peu créole. Les Indiens les premiers Indiens qui quittent les réserves, qui viennent sur les marchés improvisés de la Nouvelle-Orléans, qui vendent donc les peaux de bêtes, enfin les bijoux, en fait tout ça. Et toutes sortes d'aventuriers qui arrivent de partout, même des aventuriers affranchis, noirs. Bon. Donc la Nouvelle-Orléans, c'est un creuset créole à l'intérieur même des États-Unis. D'ailleurs, la langue française va être pratiquée à la Nouvelle-Orléans jusqu'au moment où il va y avoir l'invasion du Nord. Enfin, quand je dis l'invasion, quand Napoléon va vendre la Nouvelle-Orléans donc aux États-Unis, donc ceux qui arrivent du Nord avec leur, disons, la culture puritaine protestante vont commencer à descendre. Et c'est un lieu, mais de mélange de culture, de mélange de goût, de mélange. Et je me rends compte que les populations arrivées de Saint-Domingue vont influencer la musique. Quand on parle de Creole Origins of Jazz, c'est la musique déjà imprégnée de musique française, de musique des plantations, qui va venir influencer aussi la musique de la Nouvelle-Orléans, la cuisine, les pratiques religieuses, parce que la première femme qui va pratiquer les cultes vaudous, c'est Marie Laveau, mère, qui arrive de Saint-Domingue. Et ça va continuer avec Marie Laveau, fille. Et puis, autre élément intéressant, c'est que ce culte est autorisé dès 1817 et transcende les couleurs, les classes, ce qui ne sera pas le cas en Haïti ou dans la Caraïbe. Donc, c'est un lieu juste extraordinaire. Il y aura aussi un mélange des cultures afro et les cultures indiennes. Si on prend le carnaval aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, il y a encore les déguisements avec les grandes plumes d'Indiens. Donc, tout ça fait un mélange extraordinaire. Et aujourd'hui, justement, il y a toute comment je pourrais dire, un investissement de la nouvelle génération pour faire revivre cette culture-là, qui un peu avait été, bon, on avait interdit même l'usage du français quand il y a eu, après la guerre civile et que le Nord est arrivé donc vers le Sud, mais il y a toujours eu Canal Street, et je découvre aussi le poids des femmes, et particulièrement des femmes noires, qui ont un pouvoir économique extraordinaire, qui ont un pouvoir certainement social, quand je parle de Marie Laveau. Donc, on a un moment exceptionnel de la Nouvelle-Orléans. Mais c'est aussi un moment où des populations noires vont émigrer vers Haïti. Parce qu'à ce moment-là, Haïti est une terre d'accueil, et on demande à tous ceux, d'ailleurs pas seulement des Noirs, tous ceux qui sont pourchassés pour la liberté, venez en Haïti. C'est le côté panache. J'expliquerai que, évidemment, il y a des choses à l'interne qui n'étaient pas réglées, mais il fallait donner une sorte d'envergure mondiale à ce qui s'était passé. Donc, il y a eu des populations donc, noires américaines qui ont immigré vers Haïti. Donc, ça m'a semblé très intéressant de parler de ce 19e siècle. Et puis du 19e, enfin, de la Nouvelle-Orléans et du 19e siècle haïtien. Parce que là aussi, c'est important. On n'en parle pas assez. Mais je pense que même en Haïti, on n'en parle pas assez. On glorifie beaucoup 1804, la révolution haïtienne. Mais il faudrait creuser beaucoup plus parce qu'il y a des choses qui sont en germe déjà et qui expliquent l'Haïti d'aujourd'hui. Dans les commotions, voilà. Donc les silences de l'histoire, ça m'a semblé intéressant de faire remonter ça. Et puis peut-être le troisième pan de silence que j'ai voulu un peu briser, c'est la souveraineté, enfin, comment je pourrais dire, la force des femmes. Elles sont souvent violentées, mais il y a une force qui font qu'elles ne sont jamais dans la victimisation. Jamais. Elles remontent la pente. Il y a une force, il y a une énergie qui m'a permis aussi d'expliquer le statut des femmes que je vois dans la rue aujourd'hui, dans les villes en Haïti. Jamais céder. S'ancrer dans le présent, se dire que l'espoir n'est pas la seule réponse. L'ancrage dans le présent, c'est la suite des présents qui fait l'avenir.
Donc, je me suis dit, ça, c'est un féminisme différent. Il y a des féminismes, autant qu'il y a de sociétés. Et ça, c'est une forme, c'est une leçon. Ce sont des femmes dont on ne parle pas. D'ailleurs, dans l'histoire officielle, on parle très peu des femmes. Et dans l'histoire des femmes qu'on commence maintenant, on parle surtout des héroïnes qui ont fait de grandes choses. Là, ce sont des victoires à bas bruit du quotidien. Quelle est la stratégie qu'elles déploient pour exister? Et peut-être que aussi dans ma propre famille, c'est intéressant de remonter et de voir cette arrière-grand-mère assise dans la maison. Et je découvre pourquoi j'ai l'impression qu'elle était puissante. C'est parce qu'elle découlait de cette force qui est transmise. Et j'ai choisi le titre Passagères de nuit parce que ces femmes font le voyage, mais on ne parle que des passagers de jour, ce qu'on voit. Et pourtant, si l'édifice tient encore, c'est grâce à ces passagères de nuit. Donc, évidemment, je n'ai pas voulu faire un roman historique, je n'ai pas voulu faire une biographie. J'ai décalé dans le temps et j'ai inventé à partir de tout ce que je ne savais pas. Donc, c'est une œuvre d'imagination, ce n'est pas une biographie, je n'ai pas voulu faire une biographie d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'ai réinventé ces personnages de femmes. Bon, je vais rebondir sur énormément de choses, donc on va tenter dans l'ordre encore une fois. Ce silence, donc, toutes les facettes de silence, c'est effectivement une des grandes et magnifiques thématiques de ce livre. Ce silence aussi utilisé comme une arme, ou en tout cas... Enfin, d'ailleurs, pareil, si j'en reviens à mon paratexte du début, avec la citation de Jean Casimir, sociologue haïtien, c'est ça, qui évoque sa grand-mère, qui utilise le silence comme arme contre l'oppresseur, contre le maître blanc. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti, effectivement. C'est comme ce livre est comme une espèce de manuel de survie en milieu hostile, un petit peu. Absolument. Ça donne des... Voilà. Et il y a le silence. Vous avez parlé du chant à Nouvelle-Orléans, enfin de la musique et autres, mais j'ai aussi pensé d'un coup à la place du chant comme autre arme de ces femmes, notamment avec des scènes où le chant vient du ventre et remplace un peu le cri de rage ou le cri de souffrance. Et j'ai l'impression qu'il y a une place aussi importante. Oui, alors le silence est important parce que quand c'est une stratégie de personnes en situation de dominer. Alors, le silence est une arme, dans la mesure où celui qui domine ne sait pas ce que vous êtes. D'ailleurs, dans le Code noir, le noir était un meuble. Mais vous, pour survivre, vous êtes obligé de connaître la culture du dominant. Lui ne connaît pas votre culture. Donc vous avez cette longueur d'avance en situation de domination. Et c'est sur ce silence-là, cette méconnaissance, qu'elles vont jouer pour tenir. Ça, c'est une première chose. Et le silence, c'est l'arme des gens qui ne peuvent pas entrer dans une lutte frontale. Quand on ne peut pas être dans une lutte frontale, le silence devient une arme. En écrivant le livre, je parlais à une amie haïtienne qui fait des recherches sur l'histoire des femmes aux États-Unis. Elle m'a recommandé un livre qui s'appelle The Sovereignty of Quiet, la souveraineté de la tranquillité. Alors moi, je dis, c'est la majesté du silence. C'est la souveraineté du silence qui permet qu'on traverse les épreuves et finalement, on arrive au bout. Quand je regarde le statut des femmes en Haïti, bon, dans le milieu rural, c'est la famille communautaire, c'est la famille élargie, c'est pas pareil. Mais ce sont les femmes qui vont, quand on lit par exemple mon roman Ben Lune, on verra que les femmes font la liaison entre la campagne et la ville. C'est elles qui vont vendre en ville. Donc elles ont ce pouvoir-là de laisser la campagne. Donc ce sont les premières agentes de liaison entre la campagne et la ville. Et souvent, mon ami Jean Casimir dit que ce sont les ministères des Finances des communautés, parce qu'elles vont, elles vendent, elles reviennent, et c'est elles qui font l'arithmétique et la comptabilité. Quand aujourd'hui, dans un pays qui est beaucoup plus urbanisé, comme tous les pays d'Amérique latine ou d'Afrique ou d'ailleurs, elles occupent le commerce informel. Qui est-ce qui nourrit la majorité de la population? Les femmes. Qui est-ce qui habille? Les femmes. Qui élève les enfants, parce qu'en milieu rural, souvent, comme il y a le chômage, les hommes sont déresponsabilisés, parce qu'on ne va pas dire où sont les hommes, c'est un système qui fait que la femme est beaucoup plus souple.
elle ira inventer quelque chose pour exister. Alors que l'homme est beaucoup plus dans des fonctions déjà établies pour sa dignité, pour son... La femme, elle dit, il n'y a pas à manger aujourd'hui, je vais voir ce que je vais faire. Donc il y a cette souplesse. Et cette économie informelle, malheureusement, ne se traduit pas dans l'économie formelle. Donc on ne sait pas comment est-ce que ça pourrait dynamiser cette économie formelle. Il y a des femmes qui ne savent pas lire, écrire, qui vont acheter au Panama, il y en a qui vont acheter en Chine. Donc c'est une force qui n'est pas prise en compte dans la société. Elles n'ont absolument pas leur représentation politique. Là, alors là, 8% peut-être de femmes au Parlement. Mais tout ça fait que ce qui tient cette société n'est pas, ne correspond pas à la représentation politique ou économique. C'est quand même... Et moi, j'ai fait le lien après, quand tout ça, et je me dis, mais finalement, mon arrière-grand-mère, c'est une force. Ensuite, donc ça m'a permis de voir quelles sont les stratégies qu'elles ont déployées. Et j'ai réfléchi aussi sur l'imaginaire colonial. Parce que quand on est en situation de colonisation, il y a tout un imaginaire. Le noir est un meuble, la femme, on possède son corps, donc on peut tout faire. Mais en même temps, quand des êtres humains sont mis en présence l'un de l'autre, ça devient compliqué. Et c'est là où le roman permet d'explorer la complexité humaine, les contradictions. Parce que quand bien même on définit cette noire comme bien meuble, ou bien on peut la violer, on peut tout faire, à force de la côtoyer, le maître lui-même est pris dans ses propres contradictions. Il dit, elle n'est finalement pas ce que je croyais. Donc lui-même aussi est en pleine déroute, autant que cette femme avec laquelle il va avoir cet enfant-là. Et c'est intéressant de montrer parce que dès qu'on est dans l'espace du roman, c'est pas comme s'il y a une pétition ou bien une tribune, comme j'en ai fait récemment. Je sais pas, pour la dette, c'est comme noir ou blanc dans une tribune. On est obligé de prendre une position claire politique. Dans un roman, non. Quand les êtres humains se rencontrent, il y a toujours de l'irrésolu. Il y a toujours quelque chose qui va au-delà même des idéologies imposées. Parce que nous sommes faits comme ça. Donc, c'est en ce sens que j'ai voulu montrer ce rapport. Et montrer aussi que l'imaginaire colonial continue même après l'indépendance d'Haïti. Et c'est ça, parce qu'il ne faut pas... Oui, 1804, ça a été un grand moment, la troisième révolution du monde moderne, mais comme toutes les révolutions, elle est inachevée. Il n'y a pas de révolution achevée et parfaite, ça n'existe pas. Quand on prend la révolution américaine, il y avait la liberté individuelle, mais l'esclavage a continué. La Révolution française, les droits de l'homme, d'ailleurs pas les droits de la femme, la colonisation a continué. Haïti a fait aller plus loin dans l'égalité, mais en fait, ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas eu l'intérêt, peut-être qu'ils ne pouvaient pas, de voir qu'ils essayaient de reproduire le modèle colonial, mais avec d'autres maîtres. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de payer jusqu'en 2025. Donc il y a un impensé interne, il y a quelque chose d'interne qu'on n'a pas pensé. Et je crois qu'on a été beaucoup plus dans cette espèce d'affirmation, de panache de quelque chose de très grand, qui est 1804 quand même, mais on n'a pas regardé l'intérieur. En fait, les élites qui ont pris le pouvoir, donc forcément, et quelque part, je montre cet inachevé. Et c'est en réinventant ces rapports entre mon arrière-grand-mère et ce monsieur, parce que c'est intéressant, on a le colorisme qui continue. Par exemple, dans l'univers colonial, quelqu'un comme Moreau de Saint-Méry mettra 19 nuances de peau. Franchement, on s'imagine, il faut vraiment avoir du temps à perdre. Alors, le blanc, évidemment, tout en haut, et puis noir d'ébène jusqu'en bas. Le colorisme continue après l'indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, 2025. Et c'est un peu normal, parce que c'est quand même le modèle sur lequel nous continuons à vivre jusqu'à présent. Le projet de la modernité, c'est encore ça. Même quand il y a eu beaucoup d'efforts. Donc, à l'interne, nous reproduisons aussi cet imaginaire colonial. On n'en est pas encore complètement libéré. Mais comme il s'agit d'êtres humains, je mets en scène des êtres humains, traversés par ces contradictions,
des moments de bonheur aussi. Exact. Et puis, tout à l'heure, on a parlé du corps. C'est important parce que danser, c'est une manière de se réapproprier tous les dimanches dans les calendars un corps qui, pendant la semaine, est un corps souffrant, qui est martyrisé, en fait, qui est écartelé, on coupe les bras. Quand ton bras est pris dans un moulin, on le laisse passer, donc la personne est amputée. Quand on met des masques en fer avec un cadenas pour que l'esclave ne mange pas la canne à, ne goûte pas la canne à sucre, en fait, c'est un corps constamment mutilé. Le fouet, n'en parlons pas. Donc la danse devient ce moment où on peut se réapproprier son corps dans la joie. Donc c'est vraiment se réapproprier son corps. Et puis enfin, quand même, dans les pratiques vaudou, prier, on prie en dansant. Quand on est chevauché par un dieu, on danse le rythme qui correspond. Donc c'est une sorte de catharsis pour le corps aussi. Mais souvent, on perd de vue que même les religions, comme la religion catholique, à un moment donné, ça passait par le corps. Les possédés de l'Odin, moi j'ai lu ça avec Michelet, il y a peut-être quelques temps, mais ça passait aussi par le corps. Ce n'était pas... Il y a un processus de cérébralisation, si je peux dire, de tout ça. Donc, voilà. On revient à la condition humaine, c'est tout. À une manière de décliner la condition humaine, de décliner le statut de la femme, de peut-être montrer comment elle peut lutter différemment. Voilà. Très frustrant ces réponses là. J'avais envie de vous interrompre 10 fois pour dire. Mais oui, parlons de ça. Je parle comme ça. Non, c'est superbe, c'est génial. Sur quoi rebondir en premier? Peut-être, parce que ça me fait quand même penser à beaucoup de choses de cette partie du prologue que j'aimerais bien qu'on découvre ensemble. Peut-être qu'on peut commencer par la lecture, si ça vous va, de la première partie. Donc Elisabeth, le premier personnage que l'on découvre, qui va résonner avec énormément de choses que vient de parler à Yannick Lins. À la veille de partir, me voilà rassemblant mes naissances, voulant faire tenir en une seule coulée mes vies dispersées, résolues, à vif. 3 froids des dés lancés au hasard m'ont dessiné autant de chemins sans source, sans puits, que des tracés gorgés d'eau. Le hasard peut s'avérer un gouffre abyssal ou une avancée dans un ciel inconnu, avancée éblouissante, insoupçonnée. Il faut tout traverser, tout prendre, le gouffre et le ciel. J'ai tout traversé, j'ai tout pris. Je suis venu au monde à la tombée de la nuit, au cœur du quartier du Nouveau Marinier à la Nouvelle-Orléans, dans une demeure achetée en partie par mon père, Jean-Baptiste Duquette, un créole louisianais. Un matin de l'an 1803, Florette Dubreuil, ma grand-mère maternelle, est arrivée de l'île de Saint-Domingue en proie aux flammes. Au premier coup d'œil, on aurait pu ne pas croire affranchie cette négresse d'ébène pur. Mais sa jupe de crinoline jaune soleil et son corsage de soie à larges manches couleur azur tranchant vivement sur son visage ne laissaient aucun doute sur son statut. Florette Dubreuil tenait d'une poigne ferme Camille Dubreuil, ma mère, une petite mulâtresse de 5 ans. Ce voyage avait été arrangé par Prosper Verdun du Buisson, ancien maître de Florette Dubreuil et père de Camille. Prosper Verdun du Buisson avait posé un pied courroucé et tremblant à la Nouvelle-Orléans une semaine plus tôt, fuyant avec sa femme et ses 2 fils, un pays tout entier, soumis à l'épreuve du feu. Soulagé d'avoir échappé aux tueries perpétrées par ceux dont lui et les siens avaient durant 3 siècles broyé l'âme et les os. Prosper Verdun du Buisson était pourtant déterminé à faire couler à nouveau du sang, de la canne, de l'indigo ou du coton, qu'importe, pourvu qu'il en tirât des écus. Dans mon enfance, j'ai souvent entendu grand-mère dire, tout en prenant appui sur sa canne et en penchant légèrement la tête en arrière, que jamais elle ne jouirait du repos d'un lac, qu'elle avait laissé une île à commotion et catastrophe et traversé la mer pour une ville bouillonnante,
constamment menacée par les eaux. Dans cette ville au peuple remuant et aux viscères mouvantes qu'est la Nouvelle-Orléans, elle avait traversé d'autres remous, houles, inondations et tempêtes pour devenir cette négresse affranchie et aisée. Florette Dubreuil avait su se tirer d'affaire entre les créoles nés en Louisiane, propriétaires des plantations ou des bâtisses de la ville, tout comme l'étaient quelques affranchis, les blancs fraîchement débarqués de Saint-Domingue ou reculés de Cuba, les esclaves de tous ses maîtres, les Amérindiens, Natchez, Appalaches et Houma, les Acadiens, la cohorte d'aventuriers, pirates et contrebandiers arrivés de toute l'Europe, et les quelques Noirs libres tout aussi avides d'aventure que les premiers. Quand certains soirs nous étions réunis autour d'elle à la cuisine, son lieu préféré, grand-mère sortait une poignée de cacahuètes des poches de son tablier et à mesure qu'elle les faisait craquer sous ses dents, elle égrenait sans fin des anecdotes tout aussi croustillantes. Alors, pour moi, cet extrait est comme un extrait monde de votre roman. Je trouve qu'il y a énormément de choses. Vous écoutez une rencontre avec Yannick Lahens à propos de Passagères de nuit, paru chez Sabine Westphizer, éditeur, à la librairie Ombre Blanche, le lundi 29 septembre 2025. Là, tout de go, j'ai juste envie de vous demander ce qui se passe avec l'élément de l'eau, le liquide, le fait que quasiment à chaque page, j'ai cette impression d'image magnifique liée à cette eau qui est partout. Enfin, rien que dans cet extrait, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Mais non. Mais c'est bien parce que c'est pour ça qu'on fait les rencontres, pour que les gens vous renvoient à des choses qu'on... Mais même dans Bain de Lune, j'ai revu voilà, quelques des anciens textes et j'ai l'impression que... Alors, il y a deux choses. De par la position géographique aussi bien d'Haïti que de la Nouvelle-Orléans, ce sont des lieux constamment menacés par les eaux. Vous vous souvenez de Katrina. Et Haïti est sur la route des cyclones. Elle dit bien, je laisse un lieu où il y a eu toujours des catastrophes pour un autre lieu où il y a encore des catastrophes. Parce qu'ils sont, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, ils sont tout le temps en train de construire des digues, parce que la ville est un peu plus bas que le niveau de l'eau. Donc, ce sont toujours menacés par les eaux, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que l'élément liquide est très important. Regina est très liée à une divinité aquatique. Alors là, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Une autre dimension parce que, elle est pratiquement vouée à une divinité de l'eau. Et la religion voulou, c'est une religion qui relie au cosmos. C'est pas une religion... C'est-à-dire qu'il n'y a pas la séparation de l'homme et des autres éléments du vivant. Nous sommes dans le vivant. Donc, un arbre est habité. L'eau est habitée, enfin, les plantes, etc. Quand un enfant naît, on plante le cordon ombilical et puis on fait pousser un arbre. Donc, il y a toujours cette relation avec la nature. Elle, c'est particulièrement l'eau. Donc oui, c'est vrai que l'eau est un élément important. C'est d'où tout vient et dont... Voilà. Mais on oublie aussi, par exemple, qu'au 19e siècle haïtien, il y a entre les tremblements de terre et les cyclones, c'est une position géographique particulière à Haïti. Donc, il y a souvent des catastrophes. Parce qu'on est entre les failles du nord et la faille du sud, la grande faille, et en même temps, c'est la route des cyclones. Donc, c'est un hasard à la fois climatique et géologique. Voilà. Pour moi, cet extrait est important aussi sur cette idée, ce concept. Je ne sais pas exactement comment le définir, mais cette idée de multiples naissances. L'idée d'une vie où on ne naît pas une fois et on va jusqu'à la mort, mais où on peut naître plusieurs fois. Oui, et rebondir. Voilà, et rebondir. Ne jamais s'avouer vaincu. D'ailleurs, à un moment donné, il lui dit, il faut avancer. Toujours avancer. Ne jamais se laisser abattre. Et moi, j'ai eu pas mal de difficultés à écrire ce texte parce que c'était dans un contexte difficile. La sécurité commençait à devenir vraiment très, très forte et je ne l'ai pas écrit de manière continue, comme pour un autre texte, pour d'autres textes. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai dit à ces deux femmes, je dis surtout ne m'abandonnez pas parce que je ne sais pas comment je vais terminer les romans. Et peut-être que j'ai puisé justement dans la création une manière de tenir. Parce il faut tenir. Mais avec ou sans création, il faut tenir. Donc peut-être la création m'a même aidé à traverser ces moments compliqués.
rareté de carburant, rareté de médicaments, enfin, toutes sortes de choses. Ou dès qu'on entend des tirs derrière, je dis, ouais, un peu plus loin. Mais ça m'a permis de tenir. Oui, oui. Donc l'écriture peut sauver. L'Haïti d'aujourd'hui est partout pour vous dans ce texte. Enfin, quand vous écrivez ce texte, qui n'est pas un roman historique effectivement, mais qui se passe, est-ce que Haïti habite c'est peut-être une petite facilité, mais il y a quelques phrases que j'ai un petit peu envie de tirer de la bouche des personnages. Vous avez parlé des catastrophes il y a 2 minutes, mais effectivement, comme Anjo, la deuxième mère de Regina, parle de l'incendie de 1820 et dit « Seules les catastrophes font battre cette ville d'un même cœur qui saigne. Seules les catastrophes. » Parce qu'il y a beaucoup... Quand moi, j'ai appris sur le 19e siècle, il y a eu des incendies tout le temps. C'était bâti en bois. Quand les gens se sont mis à bâtir en dur, il y avait le tremblement de terre. Ça a été des épreuves tout le temps, pendant tout ce 19e siècle. Mais le nombre d'incendies, moi, je n'en revenais pas. Quand je lisais sur ce qui se passait, donc il y a toujours cet éternel recommencement. Et oui, c'est une ville à commotion, pas seulement politique, mais aussi naturelle ou bien accidentelle. Il y a eu pas mal d'incendies. Oui. Et il y a aussi un personnage à un moment, mais les personnages eux-mêmes ne sont pas d'accord avec cette personne qui parle d'Haïti, qui dit « C'est une terre qui regarde ailleurs alors qu'elle n'a pas encore fini de mettre bas pour ses propres enfants. Une terre qui a trop à porter. Alors son dos cède, ses jambes flanchent sous le fracas des déflagrations, ou la lame des machettes, le bruit des bottes et des chevaux. Et le temps pour elle de retrouver son équilibre, c'est le sol qui se dérobe sous ses pieds, ou les eaux qui menacent de l'engloutir. » Ah oui, absolument. Alors, quand je dis que il y a tout ce panache de 1804, par exemple, Haïti va aider Miranda. Pour le Mexique, va aider Bolivar à libérer 5 pays d'Amérique latine. Il va trouver refuge à Jacmel, on va lui donner des armes, des munitions, soldats pour libérer 5 pays d'Amérique latine. Haïti va aider la Grèce en 1824, quand elle se battait pour son indépendance. Lui envoie des armes, du café, des soldats. Et ça, elle voulait dire qu'elle existait pour le monde extérieur. Mais à l'interne, il y a une chose, l'impensé fondamental, c'est que on s'était pas, enfin, les élites à ce moment-là, ou bien ceux qui ne s'étaient pas rendus compte que 70 ou 75% de ceux qui ont constitué l'armée indigène étaient des Africains fraîchement arrivés d'Afrique, d'ethnies différentes, qui n'étaient pas encore formatés dans l'esclavage. Et là, donc, ils n'étaient pas encore des esclaves mentalement. Les Bossales. Les Bossales. Et quand il y a eu donc l'indépendance, ils ont rejeté le système de la plantation. Et c'est le système que les nouveaux maîtres voulaient remettre à l'honneur. Ils ont toujours rejeté. Ils ont créé donc une autre culture dans ce qu'on appelle le pays en dehors. De Barthélemy, c'est ça? C'est une expression créole pour dire le pays en dehors. En dehors de quoi? Bon, je ne sais pas. Du pays en dedans, qui est celui qui est tourné. Alors le pays en dehors, donc c'est une autre façon d'occuper l'espace. C'est une autre façon de voir l'agriculture. D'ailleurs, l'agriculture diversifiée, ils sont contre la monoculture. C'est une autre manière de concevoir les relations entre les gens, la solidarité, tout ça. Et vouloir imposer cette culture occidentale, on dit oui, catholique, une famille avec le père, la mère, etc., une manière de... Ça n'a rien à voir avec ce que ce pays en dehors était en train de construire comme civilisation. Donc c'est un malentendu et de plus en plus aujourd'hui, il y a une majorité qui demande, toute l'histoire d'Haïti, c'est comment elle demande sa légitimité. Mais aussi toute une tension, effectivement, dont vous parliez, cette tension entre monde rural et Port-au-Prince, entre une volonté d'occidentalisation et en même temps une tradition liée au vaudou. Alors je suppose que toutes les sociétés doivent connaître des crises. Et aujourd'hui, c'est la crise du commun. Qu'est-ce qui est commun? Oui, qu'est-ce qui fait le commun? Tant qu'on n'aura pas au moins réfléchi sur ça, on va aller vers d'autres catastrophes. Qu'est-ce qui fait le commun? Et en ce sens, les choses ont quand même évolué parce que,
mais pas assez pour que véritablement on ait la construction de quelque chose de commun. Voilà. Mais quand même, ça me donne du coup très envie de parler de la place du créole dans Passagère de nuit. De comment on fait passer le créole à l'écrit. Enfin, comment, je l'ai vu là-dedans, j'adorais. Voilà. Mais effectivement, j'aimerais vous écouter là-dessus parce qu'en plus, je ne sais pas si vous savez, mais que Yannick Lins a fait partie d'une grande mobilisation pour faire passer le créole en langue officielle à Haïti, avec d'autres écrivains, d'autres artistes. Et c'est vrai que dans ce texte, moi, j'ai trouvé ça d'une beauté folle, cette place du créole. Il y avait déjà dans Bain de Lune, il y avait déjà dans 12 des routes, mais là, effectivement, comment vous avez travaillé ça? Comment vous l'avez mis dans Alors, en fait, ça correspond aussi à ma propre histoire personnelle, parce que bon, élevé dans une famille, disons, petite bourgeoisie, et le créole, à l'époque où je suis, mais mon enfance, il n'y avait que le français comme langue officielle. À l'école, on n'apprenait que le français. Alors, vous voyez déjà le pays en dehors, mais ne comprenait pas le français. Et le créole était interdit, surtout aux filles, parce que comme c'était considéré comme populaire et forcément pas de joli, vulgaire, les garçons et les jeunes hommes pouvaient parler créole, mais les filles, pas question. Donc même l'officialisation du créole en 1987, c'est la suite d'une longue bataille. C'est de faire entrer le pays majoritaire dans le public, quoi. D'accord. Et je crois qu'il y a eu une bataille aussi, beaucoup d'écrivains comme Franck Etienne, comme d'autres, pour que, commencer par Félix Maurice sur le roi, que le créole commençait à écrire des textes littéraires en créole. Ça a donné une légitimité beaucoup plus forte à ce moment-là au créole. D'autres de ma génération l'ont fait aussi, comme Lionel Trouillot ou bien d'autres. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la jeune génération, étant donné que le créole est maintenant une langue officielle, qu'il n'y a pas de militance pour que le créole le devienne, ils écrivent indifféremment en créole ou en français, sans de culpabilité particulière ou de sentiment. Donc c'est intéressant de voir que, bon, parce qu'il y a eu le créole, on n'a pas forcément rejeté le français comme langue littéraire. Ça continue. Et puis il y a eu maintenant, avec les mouvements migratoires, des gens qui écrivent en anglais, ou en espagnol. Bon, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler des nations comme on en parlait au XIXe siècle. Le fait migratoire fait changer aussi bien le pays d'origine que le pays d'accueil. Maintenant, quand on parle de patrimoine ou de matrimoine littéraire haïtien, on est obligé de tenir compte de deux langues qui ne sont pas les langues officielles. Et dans les pays d'accueil, l'écrivain écrit avec la langue du pays d'accueil, mais parle d'autre chose que du pays d'accueil, parle d'Haïti. Donc c'est intéressant de voir comment on fait bouger les notions de nation, comme on le pensait au XIXe siècle. Mais il ne faut pas croire non plus que les Haïtiens sont très nationalistes. Quand les gens commencent à écrire en anglais ou en espagnol, ah non, ça ne peut pas être la littérature haïtienne. Je me suis toujours battue pour qu'on soit dans l'ouverture, le décentrement. Quand on a la difficulté à se décentrer, on ne fait que préparer les événements néfastes du futur. Le monde bouge, l'histoire bouge. Il faut comprendre le sens de ces mutations. Alors, le créole, moi, j'ai commencé à l'intégrer de plus en plus dans mes textes. Au fur et à mesure, mon premier texte, Dans la maison du père, il y avait très peu de langue créole. Peut-être même pas du tout. Alors que là, oui, je l'intègre de manière... Et d'ailleurs, j'intègre aussi tout un passage sur le créole louisianais. À un moment donné, peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais à un moment donné, quand elle raconte les dîners qu'elle avait entre tous ses amis de partout, de français, indiens, etc., ils ont parlé le créole louisianais. C'est pour montrer que, quelque part, Édouard Glissant avait raison. La créolisation du monde, oui, c'est l'avenir. Le multilinguisme, c'est l'avenir. Le monde est en train de bouger. Voilà. Et vous pensez à
Quand vous intégrez comme ça des phrases en créole, vous les imaginez lues à voix haute, vous les imaginez lues par des non-créolophones, comment on dit est-ce que pour vous, il y a une... Ah non, moi, il y a- j'imagine tout. Je lis quand Ouais. j'écris. Une fois que j'ai écrit des pages, je lis parce que je pense que la littérature, c'est pas seulement écrire une histoire, c'est quand même un objet esthétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un projet. Parce que le plaisir vient aussi de la beauté, de la sonorité. Donc je lis toujours. Et j'aime bien le rythme aussi. C'est Garcia Marquez qui disait que le style, finalement, ce n'est que la respiration intérieure. C'est la manière dont vous respirez, que vous ressentez les choses qui passent à travers le style. Je crois que c'est vrai. Chacun, on retrouve peut-être une respiration dans mes textes, mais pour moi, c'est important. Parce que si j'éprouve du plaisir à écrire certains passages, il faut que le lecteur aussi ait ce sentiment, non pas seulement d'une histoire, mais d'une saveur. Et la saveur ne peut venir que dans ce mélange de ce qui est raconté et la manière dont on raconte. Donc oui, peut-être, je ne sais pas si c'est dépassé, mais voilà. Bon, l'heure tourne. Est-ce que quelqu'un dans le public aurait une question pour Yannick Lahens? Si jamais, j'ai encore une bonne vingtaine de questions, donc il n'y aura pas de souci, mais si jamais quelqu'un avait une... Bien sûr, venez. Bien sûr. Oui, je voulais lui poser la question. Dans l'éducation, les examens, il y a des parties tout à fait en créole. Dans les examens d'État. Alors, il y a un effort qui est fait aujourd'hui, depuis quelques années. Le créole est enseigné très tôt, maintenant. Et on essaie depuis peut-être l'année dernière d'introduire des examens en langue créole, officiellement. Mais c'est tout un travail. Mais c'est un début. Je m'occupe de l'éducation en Haïti. Je soutiens. Et dernièrement, le directeur d'une école m'a expliqué qu'en 4e, je crois, c'est en 9e année fondamentale, il y avait un examen en créole. Oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a quand même l'orthographe. Une fois qu'on a officialisé, il y a quand même l'orthographe. Il y a une académie créole, voilà. Mais je pense que beaucoup d'efforts doivent être faits du côté de l'implémentation véritablement. Ça, il faut faire des efforts. Il faut écrire des livres, il faut les produire, il faut en géographie, en histoire, enfin, en tout. Il ne suffit pas de dire que c'est une langue officielle, il y a du travail derrière. Voilà. Est-ce que vous êtes lu et publié dans votre pays? Ou bien il est difficile de trouver vos livres à Port-au-Prince? Alors, bonne question, parce que je fais partie, je crois même être une des premières qui a toujours demandé à mon éditrice des droits pour que mon livre soit publié en Haïti. Alors, Haïti, bon, c'est un pays à paradoxe, il y a toujours eu des maisons d'édition. Au moment où je vous parle de cette situation difficile, il y a des éditions. Édition Legs, Goutte Lettres, enfin, incroyable. Alors, comment vous expliquer aussi qu'il y a une vie littéraire, il y a une vie artistique, même au milieu du chaos? C'est ce qui, quelquefois je dis, c'est l'oxygène qui permet au cœur de continuer à battre. Et que, moi, je me considère souvent comme une espèce en voie de disparition. Et quand je regarde les jeunes générations, j'ai dit, oh là là, pas du tout. Alors, les derniers temps ont été difficiles, très difficiles. Donc, il y a beaucoup de jeunes poètes, musiciens que je connais, peintres, qui font des choses magnifiques, qui ont dû partir. Parce que la situation est dure. Bon, ils habitent souvent des quartiers difficiles, qui sont assiégés. Mais là, j'ai des demandes déjà de livres tout le temps. Je sais que là, il y a 2 librairies à Port-au-Prince qui ont déjà placé des commandes. Quand je vais rentrer, il y aura une vente signature. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Mais l'édition haïtienne, qui va coûter certainement 3 ou 4 fois moins cher, ça va s'écouler, même dans les villes de province. Par exemple, là, je suis une fondation américaine qui fait des stages de musique classique, mais dans des coins les plus reculés d'Haïti, qui s'appelle la Fondation Bloom. Vous connaissez? Mais là, je me dis, c'est pas possible. Alors, le chaos est à Port-au-Prince et dans quelques villes,
Et là où il n'y a pas de chaos, eh ben, les gens font autre chose. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Dornachka Célestin. En fait, je suis haïtienne. Donc, et je suis vraiment émue d'entendre une haïtienne, une grande femme, parler de mon pays. Donc, c'est très intéressant. Donc, je voulais poser la question en créole. Juste pour mettre une animation. Oui. Et étant donné à l'école, on apprend l'école, on apprend créole et puis nous parler français, nous apprendre en français. Mais est-ce que qu'on y a, étant donné que créole fait partie de langue officielle, est-ce que ça n'a pas un problème surtout dans l'université? Qui impact ça gagne entre français et créole? Est-ce que vous lié vraiment dans l'apprentissage étudiant? C'est pour ça que je vais répondre en français. Oui, merci. C'est là où tout à l'heure j'ai parlé de cette espèce de hiatus qu'il y a entre une décision officielle et puis il y a du travail derrière la décision officielle. Après, il faut, je le dis tout le temps, il faut faire des livres en créole, des livres de géographie, des livres de sciences, des livres d'histoire, tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui doit suivre. C'est pas seulement le panache ou l'idée, le créole est langue officielle. Ça, on a trop l'habitude de le panache. Ah oui, oui, mais il faut des livres. Il faut quelque chose à se mettre sous la dent. Alors c'est intéressant parce que les couches populaires, quand les parents viennent à l'école, ils disent très bien, on parle créole. Parce que le créole est devenu la langue de l'espace public en Haïti. 95% des radios, même 96% des radios se font en créole. Les parents ne sont pas idiots. Ils voient que le français, c'est encore la langue du pouvoir et de l'avoir. Ils disent non, mes enfants, en français. Mais c'est ce même parent qui, parce qu'il y a déficit d'État, ira à la radio pour réclamer, écoutez, dans mon quartier, il n'y a pas d'électricité depuis, en créole, à la radio, puisque la radio devient vraiment un champ de débat. Si vous voulez savoir ce qui se passe en Haïti, vous allez sur les réseaux sociaux et les radios, vous savez tout. Qu'est-ce qui se passe dans tel quartier, dans un autre quartier? Tout cela se fait en créole. C'est pour ça que je dis que c'est devenu la langue de l'espace public. Mais comme ils savent, ils vivent en Haïti, c'est encore le français qui est la langue de l'avoir, du savoir, du pouvoir. Les enfants doivent apprendre le français. Tant que vous n'aurez pas fait tous les efforts pour que le créole devienne vraiment une langue de l'école, les enfants en français. Donc c'est là où on a cette espèce de duel. Exact. Non, je vous écoute avec beaucoup d'attention et je connais Dornachka, donc je l'ai invité à venir. Ça fonctionne? Oui, très bien. L'île Maurice a été colonisée. Mais est-ce qu'on peut parler de colonisation quand le pays était vide? Il y avait que des dodos, je veux dire. Mais après, il y a eu plus d'esclaves que de colons, puisque c'est eux qui étaient dans les champs. Donc, après les Français, nous avons eu les Anglais. Toujours une histoire de Napoléon. Mais l'esclavage avait été rétabli après la Révolution. Il a fallu que les Anglais, en 1830, demandent l'abolition, pendant que Schœlcher faisait le travail en Martinique. Mais les Français ont demandé une indemnisation, puisqu'ils ont perdu leurs meubles et leurs bras dans les champs. Ce qui vous est arrivé aussi, et que vous payez encore. Ah oui. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que vous disiez, cet imaginaire colonial, et le colorisme, il est toujours là. Ben oui, je peux vous dire. Il est toujours là. Moi, les 19 nuances de couleur de peau, je ne suis même pas étonnée. Parce qu'à chaque naissance d'un enfant, on est un peu coincé jusqu'à ce qu'on sache. Faut chapper, comme on dit en... Oui, il faut chapper. Oui, etc. Voilà. Et c'était une manière pour moi dans le texte, puisque cet amour, enfin, c'est une histoire d'amour, la deuxième partie, entre mon arrière-grand-mère et ce monsieur. C'est une histoire qui est allée à l'encontre de l'imaginaire colonial, parce que lui est presque blanc. Et elle est noire d'ébène. Et ça a fait jaser. C'est après que j'ai compris que ça avait fait jaser énormément. Messieurs, dames, on va s'arrêter là, en tout cas pour cette partie-là. On va remercier Yannick Lahinz d'être venu. Merci beaucoup à elle.
Merci. Merci pour toutes les réflexions, les questions. Passagère de nuit de Yannick Lahens est paru chez Sabine Vespizer, éditeur. Auparavant, elle avait fait paraître, toujours chez le même éditeur, La couleur de l'aube en 2008, Faille en 2010, Guillaume et Nathalie en 2013, Bain de lune en 2014 et Douce déroute en 2018. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 29 septembre 2025. Réalisation, enregistrement et mise en onde Radio avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.